Il y a certains pays du Sud, comme le nôtre, où la campagne est assez accidentée, assez rocheuse, et elle est truffée de petits ouvrages d'art, de ponts, d'aqueducs, assez impressionnants. Parfois sur quelques mètres seulement, parfois sur une centaine de mètres, et des petits ponts de chemin de fer notamment, ou des remblais voûtés, vous savez, qui servaient à faire monter ce qu'on appelait autrefois un tortillard, un train qui prenait son temps. Tout ça est abandonné évidemment depuis longtemps, mais ces viaducs vont devenir l'un des gros problèmes des 20 années futures, parce qu'ils vont commencer à s'effondrer. Et on n'a déjà rien pour entretenir les châteaux classés, alors vous pensez bien, les viaducs, pas davantage. En tout cas, ça permettait à l'époque aux fermières, aux cousettes, aux mercières d'aller vendre leur production à Béziers, aux apprentis de passer la semaine chez un patron. Et tout ce monde-là respirait la subsistance et l'autarcie, mais surtout l'ingénierie flamboyante du Second Empire. La ligne a été inaugurée par l'impératrice Eugénie. Et la souveraine a passé 3 mois à descendre à Perpignan avec un train garni de napperons, de ciboires en or, de cadeaux pour les curés et les maires locaux. On appelait ça à l'époque la modernité. Et cette modernité se traduisait par des prodiges d'architecture à coups de pierre taillée. On donnait du travail aux cantonniers pendant 20 ans au moins. On était respectueux du paysage jusqu'à enjamber 30 mètres de vallon avant de percer un petit tunnel de 100 mètres seulement. Alors qu'aujourd'hui, on fait sauter tout, le vallon, la montagne, en moins d'1 an de travaux. Alors vous vous demanderez où je veux en venir. Eh bien, quand on voit la qualité de ces petits ouvrages, les prodiges d'imagination et de connaissances géologiques qu'ils supposent, on est quand même frappé de mesurer la leçon qu'ils nous donnent, parce qu'à l'époque, l'homme habitait le monde avec des moyens si limités qu'il était obligé de faire preuve de génie. D'ailleurs, le mot est resté génie civil, tandis qu'aujourd'hui, le moindre crétin est capable d'assembler des plaques de béton de 4 tonnes à coups d'élévateur. C'est fait en une semaine par des gens formés dans une école lointaine et sur ordinateur. Les ouvriers ont certes un bon niveau, mais un niveau d'exécutant. Les contremaîtres n'ont pas besoin de faire preuve de jugement, car l'architecte sait, la compagnie sait, l'actionnaire sait ce qu'il faut pour la compagnie. Et ce qu'il faut pour la compagnie, c'est trouver de plus en plus de ce genre de travaux géants, en soudoyant les maires, au besoin en employant des travailleurs détachés. Et quand il n'y a pas de besoin, il faut en inventer pour donner du travail aux machines. Alors parfois, dans la campagne, et c'est le cas chez nous, le hasard fait que le tracé de la nouvelle route, celle qui a un ballast en cailloux blancs de plus de 2 mètres, qui déroule de l'asphalte noir, brillant, celle qui fait 6 mètres de large, avec une bande pointillée au milieu, vous savez, eh bien le hasard fait que cette route côtoie l'ancienne voie de chemin de fer, qui a mis près de 10 ans à être construite, de 1860 à 70. Nous avons donc d'un côté l'adéquation aux besoins. Au Second Empire, on faisait des choses qui remplissaient une fonction précise en déployant les moyens nécessaires au passage d'un train, mais pas plus. Ça a donné de l'emploi localement pendant longtemps. Et de l'autre côté, il y a la démesure. Car dans la France de l'après-Chirac, vous vous demandez à quoi servent tous ces équipements routiers qui font de longues saignées dans la garrigue parmi les chênes verts ou les forêts de sapins, ces aires de repos à l'américaine alors qu'il passe 3 voitures par jour. Et le même phénomène s'observe en Espagne, par exemple, dans des zones désertiques. Eh bien, la réponse est facile à cette question. Ça sert principalement aux entrepreneurs qui peuvent développer leur activité à loisir, mais ça sert très peu aux gens dont on dévaste la vie à domicile, à qui on vient dire en plus que leur voiture n'est plus à la mesure de cette modernité routière. Ils ne travaillent même pas sur le chantier ou alors comme esclaves pendant les 6 mois des travaux. Alors pourquoi les gens ont-ils accepté? Pourquoi les maires ont-ils dit oui? Eh bien parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Parce que lorsqu'un maire dit ça ne se fera pas, ça se fait quand même. Les entrepreneurs et les constructeurs se sont arrangés pour avoir sa peau et pour mettre quelqu'un de plus docile à sa place. Résultat, 30 ans après, la plupart des communes sont devenues dépendantes, endettées, et elles sont dirigées par des gens que l'intérêt d'une poignée d'affairistes a placé là uniquement pour qu'ils la ferment. Et ils font ça très bien, d'autant qu'ils ont tous un truc ou deux à cacher. La proportion de gens dociles qui ont quelque chose à cacher au gouvernement, par exemple, devrait avoir éveillé les soupçons, mais là non, enfin pas encore. En tout cas, si vous trouvez vous aussi que votre maire est toujours du côté du manche, des puissants, et qui doit avoir une raison à cela, dites-le moi merci.